88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Réforme électorale en RDC, le G13 craint que tout s'enlise avec la désignation des animateurs de la CENI comme certaines composantes proposent. Dans une déclaration, les membres du groupe soutiennent que la réforme électorale doit commencer par la préparation du cadre juridique. Top Congo FM. Le groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale s'oppose à la création d'un autre groupe parlementaire PPRD avec les députés qui ont rejoint l'Union sacrée de la nation. Pour les députés UDPS Léon Moubikaï, ceux qui quittent le groupe doivent être considérés comme les non-inscrits. Top Congo FM. La RDC dispose désormais d'un tarif douanier à jour et des instruments douaniers pour la mise en application effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Les experts de la Direction générale des douanes et assises ont présenté ces nouvelles concessions tarifaires et le tarif préférentiel de la RDC. Top Congo FM. Dégâts de la pluie qui s'est abattue hier soir à Kinshasa. 2 personnes ont trouvé la mort dans la commune de Lemba. On va parler également des érosions qui menacent plusieurs quartiers à Mongafula. De nombreux travaux toujours annoncés. Il y a aussi des travaux jamais achevés qui aggravent la situation sur le terrain. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Polémique autour des réformes électorales en RDC. Le G13, le groupe des 13 personnalités, craint que tout s'enlise avec la désignation des animateurs de la CENI comme cela est proposé par certaines composantes. Dans une déclaration, les membres du groupe soutiennent que la réforme électorale doit commencer par la préparation du cadre juridique. Ce travail, d'après le député national Juvenal Mounoubo, qui figure parmi les signataires de la déclaration, ce travail doit précéder celui de désignation des animateurs. Pour le G13, l'Assemblée nationale doit examiner en urgence la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Mais depuis ouverture de la session de mars, aucune plénière n'est convoquée. Et pour le député national Juvenal Mounoubo, si le processus est accéléré, les animateurs de la CENI pourraient être désignés d'ici fin mai. On l'écoute. On estime peut-être qu'en début de la semaine, en tout cas, il ne faudrait pas qu'on puisse perdre encore la semaine prochaine. Il faut qu'il y ait maintenant une séance plénière pour examiner le projet de calendrier de la session. Et on doit voir dans le projet de calendrier de la session de mars, en tout cas en priorité, il faut que la question de la loi électorale y figure. Parce que comme je le disais tantôt, la réforme électorale que nous voulons commence par la préparation du cadre juridique. Et le cadre juridique, c'est la loi électorale. Et c'est la loi organique aussi de la CENI. Et la désignation des animateurs, ça doit être évidemment l'étape pour clôturer la mise en route de la réforme. Et pas commencer par les débats sur des personnes maintenant, là, alors qu'on n'a même pas encore commencé à examiner la loi électorale. D'ici avril, vous espérez qu'on pourra avoir la loi électorale? Oui, notre projection, si on agit avec la volonté politique, c'est que fin avril, on peut terminer à examiner la loi électorale au niveau des 2 chambres. Et donc, fin mai, on peut être prêt aussi avec la question des animateurs de la CENI. Donc, il y a moyen encore de se rattraper, mais pourvu qu'on se mette au travail dès maintenant et qu'on ne perde pas le temps dès maintenant, les débats autour des individus, les choix des personnes. Le député national Juvenal Mounoubo, député membre du G13, à propos du calendrier de la session ordinaire, le calendrier est en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Hier mercredi, il y a eu réunion de la conférence des présidents. Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi Louboula, il était question au cours de cette rencontre de discuter sur l'avant-projet de calendrier et la répartition des matières en commission, alors que la conférence des présidents de cette chambre est jusque-là en déphasage avec l'actuel bureau après basculement de la majorité parlementaire. Le député national Joseph Lembi indique que le travail se poursuit pour une harmonisation. Il a été joint au téléphone par Osé Manzanta. Effectivement, la conférence des présidents s'est réunie hier pour parler essentiellement du calendrier de la session ordinaire de mars. Et lorsqu'on parle du calendrier, il s'agit
s'agit bien là des matières pouvant faire l'objet de nos débats et délibérations au cours de la session. Et donc, la procédure prévoit qu'on reprenne d'abord les arriérés législatifs et ensuite des nouvelles matières. Et tout s'est passé dans la convivialité. La conférence des présidents s'est réunie dans l'ancienne configuration du bureau Janine Mabunda, où elle a été adaptée au contexte politique actuel au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes réunis dans l'ancienne configuration, mais il s'est posé un problème des organes qui composent l'Assemblée nationale. Entre autres, des organes consultatifs qui sont les groupes parlementaires. Il est vrai que dans ces groupes parlementaires, les membres ne partagent pas les mêmes opinions. Nous avons eu des discussions et comme nos collègues de l'opposition n'étaient pas d'accord avec l'état des lieux qu'avait présenté notre collègue premier vice-président, et nous avons demandé à ce que les échanges se poursuivent jusqu'à ce qu'on harmonise. Mais est-ce qu'il ne fallait pas préalablement harmoniser avant de convoquer cette réunion de la conférence des présidents? Effectivement, il y a eu des réunions qui ont été tenues pour pouvoir parler de ces questions-là, mais nos collègues de l'opposition ne sont pas d'accord des statistiques parce que la majorité aujourd'hui compte 13 groupes parlementaires et l'opposition 3. Nos collègues de l'opposition disent écoutez, nous avons 5 groupes parlementaires. Avec la sagesse du président Mbosso et la bonne foi du bureau, nous avons demandé que les échanges se poursuivent pour pouvoir harmoniser et trouver la solution. Il faut bien noter que le calendrier de la session ordinaire de mars vient d'être adopté et du côté de l'opposition, on indique que la réunion d'hier, la première réunion de la conférence des présidents s'est déroulée dans un climat de sérénité. Le député national Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD et président de la commission PAJ, pense que la question relative à l'harmonisation de la conférence des présidents après basculement de la majorité parlementaire sera résolue par le règlement intérieur. Luquin Kassongo au téléphone de Osé Mandanza. Tous les membres de la conférence de présidents étaient présents et c'est le cadre de concertation où on doit préparer le calendrier de la session. C'est au cours de la rencontre d'hier qu'on a adopté l'avant-projet qui était préparé par le bureau et après l'adoption, c'est devenu le projet que le bureau doit soumettre à l'appréciation de toute la plénière. C'était avec la participation active de tous les membres de la conférence. Et une question de la nation, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité, c'est la République qui est à l'avant-plan. Est-ce qu'il n'y a pas eu de contradiction au cours de cette rencontre entre vous de l'opposition et ceux de la majorité parlementaire Union Sacrée? Pour l'adoption du calendrier, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de majorité. On a travaillé de manière conviviale, dans toute responsabilité pour l'intérêt supérieur de la nation. La conférence des présidents, nous le savons tous, est en déphasage avec l'actuel bureau, après notamment basculement de la majorité parlementaire. Comment est-ce que vous comptez vous organiser du côté de l'opposition FCCPPRD pour notamment régulariser cette situation? Il n'y a pas moyen de nous organiser autrement. Donc c'est déjà réglementé, ça ne dépend pas de la volonté d'une personne. Le député national Luquin Kassongo, secrétaire permanent adjoint du PPRD au téléphone de Osé Mandanza. Le cardinal Fridolin Ambongo face aux députés et sénateurs catholiques. Rencontre prévue ce vendredi. On laisse entendre que c'est pour une catéchèse spéciale et messe d'action de grâce. D'après le député national Paul Balenza qui confirme le rendez-vous. Il sera question, cette activité est une organisation du caucus des députés catholiques. Objectif donc, recevoir entre autres de l'Église un accroissement pastoral pour la croissance de la foi et établir un pont entre l'Église et les institutions du pays. Le député Paul Balenza au téléphone de Myriam Boketchou. Au début de notre mandat, nous avons créé un caucus, un regroupement de députés catholiques qui avait pour finalité de recevoir de l'Église un encadrement spirituel et pastoral pour la croissance de leur foi, être l'interface entre l'Église et les institutions, et aussi collaborer avec d'autres réseaux de députés catholiques dans le monde. Raison pour laquelle, pour commencer notre session de mars, nous avons préféré organiser une messe d'action de grâce qui sera dite par le cardinal, et cette messe sera précédée par une catéchèse. Nous sommes de politique, mais nous sommes aussi catholiques. Le sens de rédévabilité aussi. Cette église-là nous a formés, nous a éduqués, nous a enseignés. Et en contrepartie, nous devons refléter les valeurs que l'église nous a données. Si possible aussi, défendre cette église dans d'autres décisions qui seront prises dans notre vie. Le sens, c'est pratiquement approfondir notre foi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette catéchèse-là et qui va précéder l'Eucharistie. Ça n'a vraiment rien à voir avec la politique.
le député national Paul Balenza. Le président de la République n'a pas encore oublié sa promesse faite aux habitants de l'Est de s'installer à Goma. Message relayé sur place par le groupe consultatif des femmes d'exception aux femmes de la province du Nord Kivu. Selon la directrice exécutive de l'ONG Afia Mama, Annie Modi, et chef de la délégation du groupe consultatif des femmes, le groupe que le président de la République consulte trimestriellement pour évaluer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Le chef de l'État compte beaucoup sur l'implication des femmes et des jeunes pour le retour de la paix à Beni et à l'est de la RDC. On l'écoute au micro de Jonathan Kombi. Nous sommes venus en tournée déjà pour clarifier. Nous avons fait Beni, Sake, Butembo. Il nous fallait faire Mavivi, Oichambao parce que vous ne pouvez pas parler pour des personnes que vous n'avez pas consultées. C'est très important. Nous menons les plaidoyers pour la consolidation des paix. Mais nous savons que les femmes ont un grand rôle à jouer. Ce sont les femmes qui parlent à leurs maris, à leurs frères et qui peuvent contribuer comme ça à promouvoir la paix, à promouvoir la cohésion sociale. C'est ainsi que nous sommes venus pour évaluer des projets financés dans le cadre des fonds pour la femme, paix et action humanitaire. Mais en même temps, en tant que chef de délégation des femmes d'exception, le président de la République m'a donné un message que j'ai apporté aux femmes. Les femmes et même les jeunes ont un rôle à jouer dans la consolidation des paix. Son message est de la promotion des paix, la cohésion sociale et l'inclusion économique. Et aussi un rappel qu'il n'a pas oublié, c'est dans cette ville qu'il a promis qu'il allait s'installer à l'Est pour travailler pour la consolidation des paix. Il a rappelé qu'il n'a pas oublié sa promesse. Dès qu'il a son ministre de Défense, il viendrait pour tenir sa promesse parce que la paix dans cette région lui tient à cœur. Climat tendu entre le territoire de Mweka dans la province du Kasaï et le territoire de Demba dans le Kasaï central. À l'origine de cette situation, la disparition d'un jeune qui était allé assister aux funérailles dans la province du Kasaï. Détail avec Élisée Lusamba. Le fait s'est produit entre les villages d'Engamongo 2 du groupement Bolempo en territoire de Mweka au Kasaï et le village Bakwatamba du groupement Lusenge en territoire de Demba dans le Kasaï central. Tout est parti à la suite de la mort du fils du chef des groupements de Dengamongo au nom de Belminga Changa, mort survenu à l'hôpital général de référence de Kalinga des suites d'une courte maladie. Selon nos sources, le corps a été ramené dans son village pour les cérémonies d'enterrement. Aux environs des 2 heures du matin, du jour de l'enterrement, un vent violent s'est soulevé autour du deuil sous forme d'un tourbillon. Pendant la débandade, un garçon du nom de Nkachama d'origine louloua du territoire de Demba, également présent sur l'endroit du deuil, a été emporté et reste introuvable depuis le dimanche passé jusqu'à ce jour. Voilà qui a suscité des tensions entre les deux groupements voisins. Selon les informations en notre possession, le jeune homme disparu est petit frère à la femme du feu Belminga Changa, venu accompagner sa sœur au deuil de son mari. La situation est maîtrisée, rassure l'administrateur du territoire de Demba, de Kananga, Élisée Lusamba pour Top Congo FM. Et puis les habitants de la partie nord de la province du Nord Kivu ne seront plus à mesure de payer les taxes et impôts d'ici un mois suite à la dégradation de la situation sécuritaire. Le député provincial Promesse Matofali l'a dit ce jeudi à Goma. C'était au cours d'une conférence de presse qui marquait la fin de ses vacances parlementaires. Le député élu de Butembo s'insurge également contre les tracasseries fiscales auxquelles font face les opérateurs économiques du Grand Nord. Promesse Matofali affirme avoir saisi les autorités à tous les niveaux. On l'écoute dans ce propos recueilli par Jonathan Kombi. La population du Nord Kivu a payé à raison de 60% les recettes à caractère provincial. Ça veut dire la population a compris le message et s'est acquittée. Et après les vacances parlementaires, la population me dit un autre message que j'amène aux autorités. La population donne aux autorités provinciales et au niveau national, même au niveau local, que dans un mois, si la situation reste la même chose, la population se réserve le droit de ne plus payer les taxes. Et j'ai saisi le gouverneur Kantassé, j'ai saisi le président de l'Assemblée provinciale et j'ai saisi certains sénateurs par rapport à la question. C'est le message de la population qui est en train d'être massacrée, qui est en train d'être pillée. La partie nord de la province Nord Kivu, vous savez
tous ce qui se passe. Hier même, vous avez vu, on a tué 14 personnes. Hier, on a incendié je ne sais combien de véhicules. Ça, il faut encore démontrer vraiment. Et qu'à la population vous dit en tout cas, sécurisez-nous et puis on va payer les taxes. Si la situation ne change pas d'ici un mois, en tout cas, elle se réserve le droit de ne rien payer. Et moi, en tant qu'élu, je vais accompagner cette population dans cette lutte-là. Promesse Matofali au micro de Jonathan Kombi. Échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis. La République démocratique du Congo va bientôt reprendre l'exportation de ses produits vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'AGOA, la loi américaine pour la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Une loi qui permet aux pays concernés d'exporter des produits divers sur le sol américain sans payer les taxes douanières. C'est depuis décembre 2020 que la RDC a été réintégrée dans l'AGOA après 10 ans d'exclusion en raison d'inquiétudes liées aux droits humains. Après donc cette première étape de réintégration, les gouvernements congolais et américains s'activent déjà pour se doter d'une feuille de route commune afin de rendre effective cette reprise d'échanges commerciaux entre les deux pays. Le coordonnateur de la task force présidentielle AGOA, Serge Tshibangu, a échangé mercredi à ce sujet avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC et ses collaborateurs. Écoutez tour à tour le conseiller Serge Tshibangu et l'ambassadeur américain Mike Hammer au micro de Myriam Iraghi. Il nous fallait donc faire une petite évaluation, surtout pour préparer la feuille de route commune, parce qu'après la réintégration, il faudra commencer l'implémentation, l'exécution donc de ce qui devrait bénéficier surtout au peuple congolais. Et c'est ça la vision du chef de l'État, que ce soit en matière de commerce en direction des États-Unis, en matière d'importation venant des États-Unis, mais aussi surtout au niveau de la consommation locale, avec l'appui technique, l'appui en matière de ressources venant des États-Unis d'Amérique. Sous la direction du son excellence du directeur de cabinet du chef de l'État, il a été prévu donc que nous puissions mettre sur pied des dates butoirs pour pouvoir commencer à implémenter, et notamment commencer par bien sûr un plan d'action AGOA qui va être publié par le cabinet du chef de l'État. Normalement, on a jusqu'au mois d'avril pour pouvoir finaliser ce plan d'action à court terme et à moyen terme. On a aussi discuté à travers de notre agence USAID d'assistance, on va lancer un site qui s'appelle Invest, où les hommes d'affaires congolais, les femmes d'affaires congolais peuvent venir rencontrer des financements pour les projets. Ça que c'est très important, c'est que les deux pays, les deux gouvernements travaillent ensemble pour voir quelles sont les possibilités pour exporter aux États-Unis, mais aussi pour attirer des investissements américains en RDC pour créer de bons emplois et de la prospérité. Des propos recueillis par Myriam Iraghi. La RDC dispose désormais d'un tarif douanier à jour. C'est aussi le cas pour les instruments douaniers pour la mise en application effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Après un mois de travaux, les experts de la Direction générale des douanes et assises ont présenté hier mercredi ces nouvelles concessions tarifaires et le tarif préférentiel de la RDC dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine version 2017 du système harmonisé. Selon Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général intérimaire de la DGDA, à ce sujet, une feuille de route d'activité préalable à réaliser par l'administration douanière congolaise a été élaborée et sera bientôt communiquée aux autorités gouvernementales. Pour lui, d'ici 10 ans, la RDC devra arriver au taux zéro des douanes. Le directeur général intérimaire de la DGDA revient ici sur les innovations se trouvant dans ces instruments douaniers. Jean-Baptiste Kongolo Kabila au micro de Rémi Moulingati. Les innovations, c'est que il y a maintenant catégorisation des produits. D'abord, tous les produits africains, c'est-à-dire les produits fabriqués en Afrique, les produits tirés des sols africains, devront connaître des concessions tarifaires. 90% des lignes tarifaires devront connaître un démantèlement tarifaire, parce que là c'est classifié, il y a la classification des produits qui sont classés en catégorie A, catégorie B, catégorie C, comme on venait de vous le dire. Donc cette catégorisation-là suppose qu'au fur et à mesure des années, d'ici 10 ans, on devrait arriver au taux zéro des droits de douane. On vous a bien dit que les droits de douane seront démantelés progressivement. Mais cela ne concerne pas la TVA, cela ne concerne pas les droits d'accès ou les droits de consommation. Cela aussi concerne seulement les produits fabriqués en Afrique et non les produits qui viennent
des autres continents, de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Europe. Il faut noter qu'une fois voté au Parlement et promulgué sous la forme de la loi tarifaire, ce nouveau tarif permettra entre autres à la douane de collecter effectivement l'impôt douanier et à la RDC de se conformer à ses engagements régionaux à l'égard de l'Union africaine. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo est à Boudjala, dans la province de Sud-Ubangi, oh yeah. sur Radio Téléma 99.2 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Le parking du site de la maison des anciens combattants à Gambela n'a pas été vendu aux Indiens et aucun projet de construction d'une morgue n'est envisagé sur place. Un démenti, c'est dans un démenti que le collectif du personnel soignant du centre hospitalier des anciens combattants qui se trouve sur place, qui a rejeté en bloc toutes ces allégations. Dr Émile Kabeya, qui a lu cette déclaration, rassure que les travaux de construction qui s'effectuent sur place concernent des magasins qui seront mis en location et un centre d'imagerie médicale au profit des anciens combattants. Dans leur déclaration, ces médecins dénoncent une main noire visant à ternir l'image du ministre Sylvain Mutombo, dont les actions ont beaucoup contribué au bien-être des anciens combattants. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique déterminées à fiabiliser le fichier de la paye des enseignants. Des équipes de missionnaires sont déployées dans toute la République pour cette opération de nettoyage de ce fichier. Les 15 missionnaires de Kinshasa ont été reçus mercredi par le ministre provincial de l'EPST. Ils lui ont expliqué le sens de leur mission. Il faut dire que ces personnes vont descendre dans les écoles des 5 divisions provinciales de Kinshasa. Les directeurs provinciaux ont, de leur part, promis d'accompagner ces missionnaires pour mettre de l'ordre dans ce secteur. Charles Mbutamuntu a souligné que grâce à cette opération de nettoyage du fichier de la paye, les vrais enseignants seront correctement pris en charge. Charles Mbutamuntu au micro de Mamichela. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas repris sur le fichier, alors qu'il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être prises en charge qui sont là. Il y a des cas de régularisation, donc nous voulons savoir qui sont réellement enseignants, qui sont réellement agents de bureaux gestionnaires, qui sont réellement agents du secteur, de sorte que les efforts que vont déployer les gouvernements de la République puissent atteindre les véritables bénéficiaires. Donc là, l'équipe va se déployer à travers toutes les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. Nous avons reçu les missionnaires, ils ont été rassurés du soutien de la ville, le soutien de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville, et à travers ma modeste personne, nous avons également donné quelques orientations pour que cette mission soit couronnée de succès. Elle va débuter très bientôt, et là nous lançons un appel à tous les cadres provinciaux du secteur, les PROVED, les IPP et tous les autres, les DIPROCERNI, les DIPROSEC, à accorder toute la collaboration nécessaire à la mission afin qu'elle soit couronnée de succès. Le ministre provincial de l'EPST à Kinshasa, Charles Mbutamuntu, il s'engage à mener des actions pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans leur province éducationnelle. Les responsables de l'EPST Lukunga viennent d'adopter leur plan d'action opérationnel pour l'année scolaire 2020-2021. Selon Simon Zono, directeur provincial de l'EPST Lukunga, un accent particulier sera mis sur la remise à niveau des enseignants, mais aussi la multiplication des inspections pédagogiques et administratives. Il est au téléphone de Mamichela. Ce plan d'action opérationnel a été produit grâce à la consolidation des plans d'action opérationnels préalablement élaborés par les 11 sous-divisions qui constituent notre entité. Des activités ayant trait à la formation, de remise à niveau des enseignants et des activités de mise à niveau dans le cadre de
des innovations dans les cadres des approches pédagogiques innovantes. Donc c'est essentiellement des actions de formation, mais en plus de cela, il y a des activités ayant trait aux inspections pédagogiques et administratives pour l'encadrement des chefs d'établissement et des enseignants, mais aussi la dotation des écoles en matériel informatique et les kits récréatifs. Voilà, là, ce sont les principales activités, mais qui concourent toutes à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements. À Kalemi, dans la province de Tanganyika, les syndicats des enseignants dénoncent la violation des procédures dans la proposition de l'arrêté fixant les frais scolaires dans cette province. D'après Jibikilai Bruno, président provincial des enseignants des écoles conventionnées catholiques, l'arrêté est proposé au gouverneur par la commission provinciale des enseignants et non par un comité provincial. Il indique que des démarches seront entreprises en vue de saisir le ministère provincial de l'éducation afin de tirer la situation au clair. Jibikilai Bruno au micro de notre permanent Fabien Kambizi. Cette année, nous déplorons, nous en tant que banque syndicale, de n'avoir pas fait partie de cette commission qui a proposé l'arrêté à son Excellence Monsieur le Gouverneur, tout simplement parce qu'il y a les autorités de l'EPST, dont nous citons ici, ont pu torpiller les dispositions légales qui voudraient à ce que ce soit la commission provinciale de l'enseignement qui s'est réunie pour proposer l'arrêté au gouverneur. En lisant l'arrêté du gouverneur, nous avons constaté qu'on fait référence à un certain comité provincial qui aurait proposé cet arrêté au gouverneur. Et nous pensons que la loi cadre qui institue en principe cette disposition à son article 177 parle bien de la commission provinciale. Et cette commission provinciale est composée notamment du directeur provincial de l'EPST. Il y a les représentants provinciaux des associations de parents. Il y a les représentants provinciaux des syndicats des enseignants. À ce stade, nous estimons qu'il y a eu violation de la procédure normale dans la proposition de l'arrêté. Et actuellement, au niveau du banc syndical, nous sommes dans les démarches pour pouvoir rencontrer son Excellence Madame le ministre provincial. Nous voyons qu'on continue successivement à violer les dispositions légales. Démolition du marché central de Kinshasa. Le marché Zando, l'hôtel de ville, est à pied d'œuvre depuis la semaine dernière. Mais il y a encore un flou sur notamment la date du début des travaux de reconstruction et la relocalisation des vendeurs. Plus de 100 000 vendeurs risquent de se retrouver en débandade et sans endroit pour étaler leurs marchandises parce que l'opération de démolition devrait se poursuivre aux alentours du grand marché. Une situation que dénonce le Rassemblement national pour l'épanouissement des entreprises congolaises. D'après son président, les marchés provisoires construits par l'hôtel de ville ne peuvent pas contenir plus de 5 000 vendeurs. Plus de 600 bandits urbains appelés Kuluna vont rejoindre le centre agricole Kanyama KCC dans la province du Haut-Lomami. Ils vont suivre une formation pour une rééducation socio-professionnelle selon le commandant du service national. Il s'agira de la 3e et 4e vague de cette opération. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui l'annonce, indique que leur évacuation commence déjà ce samedi avec la 3e vague. Puis les Kuluna du 4e groupe suivront quelques jours plus tard. Général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national, je voulais dire. Maintenant, nous avons, sur instruction du commandant suprême, nous avons planifié d'organiser l'évacuation de la 3e et de la 4e vague. La 3e vague va quitter Kinshasa samedi matin pour Kanyama KCC via Mbujimaï. Et la semaine prochaine, entre mardi et mercredi, la 4e vague va pouvoir quitter aussi la ville de Kinshasa. Donc autour de 600 Kuluna vont rejoindre. Autour de 650 Kuluna qui vont rejoindre Kanyama KCC pour l'encadrement ainsi que la formation. Comment va s'organiser la prise en charge sur place? Parce que la première vague également était composée du même nombre. Comment vous allez les prendre en charge? Le service national est une structure bien organisée. Pour cette fois d'ailleurs, moi je dirais que ça se passera mieux que la première fois, en ce sens que nous avons pris quand même le temps de nous organiser sur le plan logistique.
C'est-à-dire, nous avons préparé les baraquements bien avant. Nous avons construit, parce que vous savez, ils vont dans une ferme. Kanyamaka, c'est un centre, c'est une ferme. Et nous avons voulu les éloigner de la population. Comme vous savez, ce sont des gens qui sont potentiellement dangereux. Pour la formation, ce ne sont pas des volontaires. Nous les avons pris de force. Nous les amenons. Nous avons construit des baraquements loin des habitations, c'est-à-dire loin du camp des KCC, loin de la cité de Kanyama. Voilà le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik au micro de Thierry Kambundi. 2 morts dans la commune de Lemba. Ce sont des victimes de la pluie qui s'est abattue hier à Kinshasa. Le bourgmestre de Lemba indique qu'il s'agit d'une femme qui a été retrouvée morte dans son salon et c'est un mur qui s'était écroulé. Jean Tsaka annonce par ailleurs que des 13 quartiers que compte la commune se trouvent sous les eaux, ainsi que le camp Kabila. On l'écoute, le bourgmestre de Lemba, Jean Tsaka, au téléphone de Myriam Bokechou. Le bilan fait état de 2 pertes en vie humaine et un élève. La femme, c'est dans les quartiers Foire, l'élève dans les quartiers Kemi. Mais nous enregistrons plusieurs dégâts matériels. Sur 13 quartiers de Lemba, nous avons compté au moins 7 quartiers qui ont été touchés par des inondations. Dans quelles circonstances la dame a été retrouvée morte? La femme qui a trouvé la mort dans son salon, qui a entouré de sa petite famille, fait que dans le salon, il y a eu éboulement de terre. Et elle s'est retrouvée engloutie dans les sables. Elle avait 2 jumelles de 4 mois et un garçon de 2 ans. Tous les 3 ont eu la vie sauve. Grâce ici, il est lieu pour moi de remercier et féliciter les jeunes du quartier de la Foire qui ont travaillé nuitamment pour sortir le corps de décombres. Au niveau du camp Kabila, autrefois appelé camp Mobutu, là aussi il y a eu des dégâts matériels importants. Vraiment un désastre qui s'est produit là. Plusieurs familles de policiers se trouvent sans abri. C'est un gros souci. Je vais dire ici que la commune n'a pas la capacité de prendre en charge toutes ces personnes. Nous craignons qu'un drame puisse encore survenir. Voilà, situation donc de la pluie dans la commune de Lemba, la pluie qui s'est abattue hier. Des érosions qui menacent plusieurs quartiers à Mongafula. On parle des quartiers Kindele, Bianda, Masangambila et bien d'autres. Et de nombreux travaux toujours annoncés. Il y a aussi des travaux jamais achevés qui aggravent la situation sur le terrain. Détail avec King Munga. Où passe l'argent débloqué par l'État pour la réhabilitation de routes? Cette question, la population de Mongafula se la pose tous les jours au regard du danger qu'elle court à chaque goutte de pluie qui tombe. Si la destination pour les 4 millions de dollars décaissés pour combattre l'érosion qui ronge depuis près de 7 ans l'avenue qui mène vers Kimunda Mission n'est pas connue, le travaux sur la route secondaire de Bel Air, semble bloqué par les refus manifestes de la cellule d'indemnisation du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, censée indemniser la population riveraine, alors que l'État a tout disponibilisé quant à ces. La population de ces coins s'indigne. La société arabe contracteur s'impatiente et n'attend plus que le go du ministère pour commencer les travaux. Comment donc comprendre cette indifférence de la part de nos dirigeants? S'interroge Roger Mbouyou, un habitant du coin, qui a initié une pétition pour sauver ce qui peut l'être encore. Nous lançons un cri d'alarme pour dire aux autorités, en l'occurrence le président de la République, le gouvernement et le Parlement, de prendre des décisions nécessaires pour qu'il y ait des travaux afin de sauver ce patrimoine, mais aussi les vies humaines parce qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est Kimwenza, c'est Kindele, c'est Bel Air, c'est toute cette zone qui va pratiquement jusqu'à l'université de Kinshasa. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur, la population de Mongafula ne désarme pas. Elle se mobilise davantage pour qu'enfin les autorités entendent leur voix. Contrôle administratif des médecins en RDC, le SINAMED, le syndicat des médecins, dénonce le statut de non-inscrit attribué à une centaine de ses affiliés au tableau de l'ordre des médecins. Dans une déclaration le week-end à Kinshasa, le SINAMED s'interroge sur la démarche de l'ordre des médecins qui n'a pas invité les confrères concernés pour leur permettre de présenter leurs moyens de défense. Le syndicat national des médecins affirme avoir été saisi par ces médecins syndiqués pour suivre de près ce dossier. Dr Mankoy Badjoki, secrétaire exécutif national du SINAMED. Le SINAMED ASB a collecté tous les recours de ses membres frappés par ces contrôles. À cet effet,
le bureau exécutif national a transmis à Monsieur l'inspecteur général de la santé les lettres de recours de ces médecins syndiqués du SINAMED ASBEL qui sont abusivement qualifiés de non-inscrits au tableau de l'ordre de médecins. Le syndicat national de médecins SINAMED ASBEL rappelle à Monsieur l'inspecteur général à la santé que le rôle d'un syndicat est de défendre ses affiliés et lui demande de traiter minutieusement ses recours. La lettre a été réceptionnée le mardi 16 mars 2021 et enregistrée sous le numéro 420. Par ailleurs, le bureau exécutif national du SINAMED demande à l'ordre de médecins de conformer ses actes et procédures à l'ordonnance loi numéro 68/070 du 30 avril 1970 qui les régit pour la défense de l'honneur et la dignité du médecin de la République démocratique du Congo. Et il y a cette réaction du président national de l'Ordre des médecins, Dr Berthier Sadi, précise que l'Ordre des médecins a audité un fichier qui lui a été transmis par le gouvernement avec les indications, c'est-à-dire les noms des médecins tels qu'inscrits sur ce fichier. Il précise que l'Ordre des médecins ne peut pas reconnaître un nom mal écrit sur le fichier de paye car aucun numéro d'ordre n'a été associé à ce nom. Dr Berthier Sadi demande à tout médecin dont le nom ne figure pas sur la liste ou dont le nom a été mal retranscrit de saisir l'inspection générale de la santé. Il est au téléphone de Peggy Ouabeno. N'oublions pas que sur cette liste-là, il y a de vrais fictifs. Donc, les cas de figure des personnes qui se trouvent sur cette liste-là, il y a 1, des vrais fictifs, 2, des médecins dont les noms ont été mal écrits, et 3, des médecins qui ont changé de nom au cours de leur évolution et qui ne l'ont pas signalé. Et dans des rares cas très extrêmes, et ça peut arriver parce que le travail il est humain, qu'il y ait une erreur, effectivement, une personne qui est régulièrement inscrite, bien inscrite, que son nom au tableau de l'ordre des médecins avait été mal saisi, et qui fait qu'on ne puisse pas les reconnaître. Mais ça, c'est extrême. On ne peut même pas les comptabiliser et tout cela sera réhabilité. Donc, je profite de cette occasion pour dire aux médecins, ne soyez pas alarmés outre mesure et ne soyez pas influencés. On a diffusé la liste, chacun se présente à l'inspection, dépose sa notification, tout cela va revenir à l'ordre des médecins et l'ordre va certifier par la suite. Nous saisissons cette occasion, je termine par là, pour dire aux syndicats qu'il faut communiquer de manière responsable. Cette procédure-là a été communiquée au niveau de la commission qui traite justement de la question des fictifs. Docteur Berthier Sadi au téléphone de Peggy Ouabeno. La tuberculose tue dans la province du Kasaï. Le nombre de décès est en hausse. 134 personnes sur 10 000 malades ont déjà perdu la vie. Cela représente un accroissement d'environ 10% enregistré pour 2020, des chiffres livrés par la coordination provinciale de la tuberculose après célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. La province du Kasaï plaide pour une dotation de la nouvelle technologie d'INESPER afin de renforcer la surveillance de la tuberculose dans la région. Florian Longonia, coordonnateur provincial de la coordination de la lèpre et tuberculose au Kasaï, des propos recueillis par Enoch Kavoa. L'année passée, nous avons dépisté 10 001 cas et parmi ces 10 000, nous avons connu 134 décès. Cela est dû à beaucoup d'éléments. Nous avons connu quelques problèmes de ravitaillement des médicaments, et surtout en ce qui concerne les molécules pédiatriques qui ne sont pas arrivées au temps opportun. Il y a quelques molécules qui arrivaient aussi en retard, que nous devons étendre la couverture des services. Nous devons avoir au moins 100 structures. Or, nous sommes à 80. Je vous ai parlé de GeneXpert. C'est la nouvelle technologie. Nous en avons que 2. Nous voulons qu'on nous ajoute, que nous ayons encore 2 autres parce que nous avons une grande province par rapport à, parce que les GeneXpert nous aident à diagnostiquer non seulement la tuberculose sensible, mais aussi la tuberculose multirésistance. L'année 2020, nous avons dépisté 10 cas de tuberculose multirésistante. Donc, c'est cette machine-là qui nous aide à diagnostiquer. Mais si nous n'avons pas beaucoup de machines, ça pose des problèmes par rapport au transport des échantillons.
Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs cas de tuberculose enregistrés dans la province de Mai-Ndombe, selon le coordonnateur provincial du programme Lèpre et tuberculose qui tire la sonnette d'alarme. Plus de 13% d'enfants sont atteints par cette maladie. Dr José Monama affirme que la prise en charge de la tuberculose pose problème dans leur province. Il est au téléphone de Cécile Ngomba. La tuberculose n'est pas une maladie négligeable dans la province au vu du nombre de cas de malades qui sont passés demander les soins en rapport avec cette maladie dans nos formations sanitaires. Et parmi ces cas, nous avons trouvé 13% des enfants qui ont développé la tuberculose. Quand un enfant fait la tuberculose, c'est un adulte qui l'a contaminé. Donc, au vu du nombre d'enfants qui ont contacté la tuberculose, ça prouve que la tuberculose existe et la tuberculose continue à créer du dégât dans nos communautés. L'année passée, après avoir pris en charge tous ces malades que nous avons notifiés, nous avons enregistré 2% des décès. C'est-à-dire, ceux-là que nous avons pris en charge, 65 sont morts à cause de la tuberculose. Voilà pourquoi nous en appelons à la conscience et à l'attention d'abord de la communauté internationale. Là, je vois tous les partenaires techniques, financiers qui appuient évidemment la tuberculose à travers le pays et ceux qui nous appuient au niveau de la province, de pouvoir mobiliser davantage des ressources en faveur de la lutte. Dr José Monama au téléphone de Cécile Ngomba. Lutte contre la Covid-19. La Banque mondiale poursuit son appui à la RDC. La Banque mondiale qui a mis à la disposition des 10 zones de santé 10 véhicules qui vont faciliter le déplacement du personnel soignant et des intrants. La cérémonie a eu lieu mercredi à l'INRB et c'est le ministre de la Santé qui a réceptionné ce don qui rentre dans le cadre du projet d'urgence Covid-19 initié par le programme de développement du système de santé, un projet de la Banque mondiale. Écoutez tour à tour le docteur Eteni Longondo et Dominique Bahabo, respectivement ministre de la Santé et coordonnateur national du PDSS. Cette pandémie a terrassé le monde et au Congo aussi nous avons connu des impacts négatifs et la Banque mondiale a toujours été là. Donc ce n'est pas un premier appui de la Banque mondiale. Vous savez, depuis le début, la Banque mondiale nous a accompagnés dans la provision des intrants. Aujourd'hui, nous venons de recevoir de la Banque mondiale 10 véhicules, toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid. Mais ces véhicules vont nous aider aussi à renforcer le système de santé. Ça va répondre à la mobilité, n'est-ce pas, des agents de santé. Vous savez, nous sommes en train de sensibiliser la population, nous sommes en train de traiter les malades et cette mobilité-là sera facilitée dans les 10 zones de santé qui vont bénéficier de ces véhicules-là. Vous savez, dans les activités de la riposte, il y a un besoin important en logistique. Il faut déplacer les équipes, il faut suivre les cas à domicile, il faut aller dans des réunions, il faut transporter les médicaments. Et donc, quand vous voyez ces véhicules, vous voyez même le type qu'on a acheté, c'est parce qu'on a tenu compte de ça. Donc, c'est un apport important pour les équipes des zones de santé, pour la riposte contre la Covid, mais au-delà, c'est pour toutes les activités que les zones de santé organisent. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a déjà faites, mais dans l'avenir, il y aura des dotations très importantes en matériel, surtout dans les services de réanimation. Il y a également des unités de production d'oxygène qu'on va mettre dans les formations sanitaires. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de formations dans les différents domaines de la riposte contre la maladie qui vont être organisées en faveur des zones de santé, de Kinshasa et même dans certaines zones de l'intérieur du pays. Centenaire de l'église kimbanguiste le 6 avril prochain à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Les femmes kimbanguistes organisent une série d'activités de sensibilisation sur le rôle important joué par l'épouse du prophète au début de ce ministère et pendant son emprisonnement. Une marche joyeuse au style d'un carnaval a été organisée hier mercredi au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kassavubu pour la présidente
nationale de l'Association des femmes kimbanguistes de la RDC, Nancy Lukoka, Maman Mouilou, a beaucoup apporté comme soutien aux prophètes et dans l'évangélisation. Toutes les femmes devraient suivre son modèle. Nancy Lukoka au micro de José Ipachi. Maman Mouilou, c'est elle la première de dire à Papa Simo Kimbangu d'accepter l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. C'est Maman Mouilou qui avait sonné la cloche et l'église a commencé. C'est vrai, l'œuvre de Papa Simo Kimbangu a commencé depuis 1921. Maintenant, nous sommes en 2021, le 100 ans de l'église. Mais nous, les mamans, nous montrons au monde que non. C'est Maman Mouilou qui avait porté main forte à Papa Simo Kimbangu. Et nous, les mamans, ne sommes pas restés calmes. Nous avons le poulailler moderne à Tendele que nous allons présenter à tout le monde le 6 avril, l'œuvre de Maman Mouilou. Ça sera à Kamba parce que la fête est en Kamba. Nous disons tout le moment du monde entier, Kimbanguistes et non Kimbanguistes, que nous devons être comme Maman Mouilou parce que Maman Mouilou était une femme modèle. Elle avait vraiment soutenu l'œuvre de son mari. C'est pour cela le monde entier reconnaît maintenant Papa Simo Kimbangu et Maman Mouilou. Aujourd'hui, vous êtes fiers du travail abattu par Maman Mouilou? Oui, c'est ça. Maman Mouilou avait donné vraiment ce qu'elle avait comme expérience, ce qu'elle avait comme atout pour donner main forte à son mari. Elle restait avec l'église durant la période que son mari était en prison. C'est Maman Mouilou qui avait gardé les enfants. Elle avait aussi protégé le livre et tout ce qui était important pour l'église. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, réforme électorale en RDC, le G13, le groupe des 13 personnalités, craint que tout s'enlise avec la désignation des animateurs de la CENI. Dans une déclaration, les membres du groupe soutiennent que la réforme électorale doit commencer par la préparation du cadre juridique et soulignent qu'il y a urgence. Le groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale s'oppose à la création d'un autre groupe parlementaire PPRD avec les députés qui ont rejoint l'Union sacrée. Pour les députés UDPS, Léon Moubikaï, ceux qui quittent le groupe doivent être considérés comme les non-inscrits. Top Congo FM. La RDC dispose désormais d'un tarif douanier à jour et des instruments douaniers pour la mise en application effective de la zone de libre-échange continentale africaine. Les experts de la Direction générale des douanes et assises ont présenté ces nouvelles concessions tarifaires et le tarif préférentiel de la RDC. Top Congo FM. Dégâts de la pluie qui s'est abattu hier soir à Kinshasa. 2 personnes ont trouvé la mort dans la commune de Lemba. Et il y a des érosions qui menacent plusieurs quartiers à Mongafula. De nombreux travaux toujours annoncés. Il y a aussi des travaux jamais achevés qui aggravent la situation sur le terrain. Top Congo FM. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Pour la collecte et le traitement des infos, on avait King Munga, Cécile Ngomba, Myriam Iragi, Trésor Kiyombo, Ose Manzanza, Myriam Bokechu et Isabelle Moengo. Journal réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. On avait également Grace Lema et Chris Bivoula du côté technique. Et pour les images en direct sur YouTube, Didi Binsika, Théo Lusakweno, Dani Zayobi et Patrick Mongongo. Vivez en paix, écoutez toujours Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur